Manon Kérouille-Brunel, bonsoir. Vous Bonsoir. êtes grand reporter et vous publiez La part du ghetto chez Fayard. Ce livre, c'est une immersion, un témoignage, une immersion dans les quartiers dits sensibles. Alors, immersion que vous avez réalisée avec Malek Dehoun. Vous le présentez comme un ancien de la cité. Pourquoi Manon Kérouille-Brunel? Parce qu'on l'a vu comme dans le quartier Ozanam, là, vous savez, ce quartier à côté de Carcassonne où vivait le terroriste Radouane Lagdim. Les journalistes ne sont pas les bienvenus, et c'est rien de le dire, dans les cités, comme on dit. En même temps, les journalistes ont quand même tendance à y aller toujours quand il y a un problème. Quand ça flambe, peut-être qu'il faudrait adapter nos méthodes de travail aussi, se dire qu'on pourrait prendre le pouls d'une cité quand ça va bien. Là, on vient toujours quand ça brûle, quand ça pète, et donc les habitants ont l'impression qu'on s'intéresse à eux que quand ça pose un problème. Il n'empêche que pour faire cette immersion, vous avez eu besoin quand même de l'aide bienveillante de Radouane de Malek Dehoun. Oui, encore une fois, c'est une question de confiance, beaucoup. C'est vrai qu'en cité, on n'aime pas trop parler de soi, a fortiori à des journalistes. Donc, je crois qu'il y a des portes qui nous seraient restées closes si Malek n'avait pas été ma caution et mon sésame. C'est comme ça que je l'appelle. Alors, vous parliez des voitures qui flambent, mais c'est la grande révélation de ce livre. C'est qu'on a une vision, ça n'est plus du tout le cas, on a une vision très datée de ce qui se passe dans les banlieues. Effectivement, entre-temps, il y a une génération qui est passée, et cette génération qui a aujourd'hui une vingtaine d'années n'est pas comme ceux qui avaient 40 ans, qui étaient révoltés, qui pouvaient brûler des voitures, qui avaient des revendications. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont très pragmatiques avant tout, et c'est vrai que les émeutes, les bagnoles qui brûlent, c'est pas bon pour le business, et on est quand même avant tout là pour s'en sortir, donc s'en sortir avec d'une économie parfois parallèle, mais il y a cette idée de pérenniser le business. On flambe pas l'argent, et on essaye effectivement de faire en sorte que le business se passe le plus calmement possible. Ça n'est plus la haine des années 90. La haine, c'était ce film. Film mythique, ouais. Voilà, aujourd'hui, c'est l'argent. Alors vous dites, ce qui est important, c'est de tenir le terrain. C'est quoi le terrain? Un terrain, c'est un spot de deal, un emplacement qui est en général au cœur de la cité, au pied des tours. Là, en l'occurrence, celui que nous, on a fréquenté était à côté du terrain de foot, où c'est là où les consommateurs viennent se fournir en shit ou en cannabis. Et c'est effectivement une des découvertes, c'est qu'un terrain, c'est comme un bien immobilier. Ça se vend et ça s'achète. Voilà, donc vous donnez les chiffres. Donc là, un terrain, celui de 350 grammes de shit par jour, un bon emplacement génère quotidiennement 2000 €, etc. Ça permet de se payer 2 choufs et un vendeur. Voilà, Hein, c'est une petite entreprise. Et l'objectif, c'est de gagner de l'argent. Oui. Donc de ne pas s'attirer d'embrouille, comme on dit, et de rentrer au bled, dites-vous. En tout cas, c'est un idéal. C'est un idéal, voilà. C'est un Eldorado. Et il y en a quand même, donc c'est l'idée exprimée par beaucoup de dire, nous, avant 40 ans, on rentrera au bled, parce qu'effectivement, là-bas, il y a la possibilité d'une vie beaucoup plus douce qu'ici. C'est quand même des gamins qui ont pas trouvé leur place en France et qui ont l'impression qu'ils pourraient faire fructifier les études qu'ils ont pu faire ici ou l'argent qu'ils ont pu mettre de côté. Ils n'auront jamais un 200 mètres carrés dans le 16e. Par contre, se faire construire une jolie maison au soleil, au bled, c'est quelque chose de possible, d'envisageable, et ils construisent tous cette maison. Après, globalement, j'ai l'impression que c'est beaucoup aussi un mirage pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont envie d'eux, mais ils ont aussi conscience qu'ils appartiennent à une double culture. Donc, entre des vacances... On est des bâtards, hein, c'est ce qu'il y en a un qui vous dit ça. Génération bâtarde. Génération bâtarde, voilà. Mais c'est vrai, double culture, et donc ils y vont en vacances. Est-ce que pour autant ils seront heureux là-bas? Je ne sais pas. Oui, parce que vous dites, ce qui a énormément changé par rapport à la génération de leurs parents ou de leurs grands-parents, c'est qu'à l'époque, là je cite un témoignage, on avait des boulangeries traditionnelles, des bijouteries, des boucheries chevalines, des filles en mini-jupe dans les rues. Aujourd'hui, c'est le titre de votre livre, c'est le ghetto, il n'y a plus de mixité et ils en souffrent énormément. Ben oui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont nostalgiques de se vivre ensemble, en tout cas ceux qui ont pu le connaître, puisque c'est notamment la génération du père de Malek qui sont arrivés dans les années 70-80, qui sont arrivés effectivement pour travailler avec cette envie d'être français, avant tout d'être intégrés. Et c'est là où l'intégration n'a pas forcément marché et que leurs enfants et aujourd'hui ceux qui ont 20 ans en ont pris leur parti en disant finalement, nous on n'appartient pas à cette société française, on n'a pas trouvé notre place, on va la construire autrement. Vous citez, il y a des phrases qui valent leur pesant, comme on dit. C'est un ancien qui dit « Aujourd'hui, on file le RSA à n'importe qui et on accueille toute la misère du monde ». Du coup, son fils lui réplique « Vous, les anciens, vous êtes encore plus fachos qu'un bon Français qui vote FN ». Ouais. Mais il y a des discours comme ça, effectivement, entre les générations qui sont assez enrichissants. Voilà, alors, donc aujourd'hui, on a bien compris, ce qui compte, c'est pas d'embrouille et d'essayer de survivre en générant un petit argent. La seule tension
que vous notez, elle s'exprime à l'égard des Lampédouses. Alors, c'est quoi les Lampédouses? Les Lampédouses pour Lampedusa, donc c'est tous ces réfugiés qui sont arrivés, qui sont installés dans le quartier dans la vague en fait du printemps arabe. Donc beaucoup de Tunisiens, beaucoup d'hommes seuls, qui sont installés dans les banlieues parisiennes parce que la vie y est moins chère, parce qu'on parle arabe aussi, et que c'est souvent des gens qui ne parlent pas français, et qui pensaient être bien accueillis, en se disant finalement c'est la prolongation du bled ici. Sauf que ils ont une façon de subsister qui forcément va à l'encontre de ce qu'on racontait avant, de la tranquillité du quartier. Donc quand ces Lampédouses vendent des cigarettes à la sauvette ou arrachent des sacs, c'est pas la police qui va aller les rappeler à l'ordre, c'est les jeunes qui tiennent le quartier qui vont effectivement aller les tabasser en leur disant ici vous êtes chez nous et vous allez jouer selon nos règles à nous. Voilà, il y en a un qui dit on est déjà tous en galère, on peut pas accueillir toute la misère du monde. Donc réflexion philosophique, comme quoi on est toujours l'étranger de quelqu'un. Alors vous racontez aussi l'arrivée du salafisme, de l'islamisme. Vous dites que ça a commencé dans les années 90, on venait sensibiliser les jeunes sur les terrains de foot. C'est ce que les habitants de la cité racontent, voilà, de cette cité. Alors encore une fois, rien n'est uniforme, mais dans ce quartier, effectivement, les gens d'une quarantaine d'années se souviennent que les premières sollicitations, c'était dans les années 90, avec des tabliries, donc des prédicateurs religieux, qui venaient prêcher la bonne parole auprès des jeunes en leur disant, au lieu de jouer au foot, venez, c'est l'heure de la prière. Et alors, il y a effectivement des barbus, des gens complètement imprégnés. Il y a notamment, vous décrivez cette Virginie qui est totalement rigoriste et qui, jusque dans la chambre de ses enfants, donc les mobiles sont sans musique, les peluches, elle a méthodiquement arraché les yeux et les livres illustrés de dinosaures, on a biffé le regard. Oui, parce qu'elle pense qu'il y a le shaitan dans le mauvais œil. Mais ce qui est intéressant avec Virginie, par exemple, c'est qu'elle dit... D'abord, elle s'appelle Virginie. Pourquoi? Racontez-nous son parcours. Elle s'appelle Virginie parce que sa mère, qui est d'origine algérienne, tenait à ce que ses enfants aient des prénoms français dans cette même logique d'intégration. Et sauf que et jusqu'à 30 ans, Virginie, elle travaillait, elle n'était pas du tout voilée. Puis elle a commencé à se rapprocher de la religion sans élément déclencheur. Et puis... elle a commencé par porter un petit voile pour finir avec le djilbab, donc le voile qui ne cache pas le visage, mais qui est le voile des pieds à la tête. Et ce que raconte Virginie, c'est que finalement, elle a dû arrêter de travailler puisque dans la boîte qu'il employait, on ne voyait pas d'un bon œil en fait, le fait qu'elle se voile. Et qu'aujourd'hui, elle essaye d'élever ses enfants dans cet islam rigoriste, mais sans pour autant vouloir appliquer ça à la société française. Elle dit, moi, chez moi, j'élève mes enfants comme ça, mais je ne suis pas là pour changer la France. Idéalement, quand je serai prête, je la quitterai. J'essaierai de faire ma hijra, donc de retour sur une terre musulmane. En attendant, quand je vais à l'hôpital, si c'est un médecin homme qui doit m'ausculter, je me plie aux lois de la République. Enfin, pour subir la pression, il y a cette jeune fille qui, tout d'un coup, met un niqab. Elle dit « Je me sentais bien, les gens sont devenus polis dans la rue. C'est bien vu dans le 93. Pour la première fois, on me respectait, alors je suis passée au niqab. » Enfin, à l'avant, elle avait un djilbab, voilà. Une pression très forte. Oui, parce que en même temps, c'est aussi un parcours particulier. C'est une jeune femme seule, mère célibataire, qui se sentait ostracisée, qui tout d'un coup s'est sentie appartenir à une communauté quand elle a porté le voile. Voilà, c'est passionnant. Il y a plein d'autres... on est loin d'avoir tout évoqué, tout ce que vous racontez. Donc, témoignage qui s'intitule « La part du ghetto », c'est chez Fayard. Merci beaucoup, Manon Kérouï-Brunel. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans les réunions au sommet entre la Turquie et l'Union européenne. La délicate question des migrants est évidemment au cœur de ce sommet, mais aussi la répression contre les Kurdes, des Kurdes qui, on le rappelle, ont été nos alliés dans la lutte contre Daesh. C'est dans l'air intitulé ce soir « Turquie, Europe, l'union forcée ».